Mais bien sûr, comme les années précédentes, nous souhaitons ouvrir ces conférences par une réflexion plus large sur la biodiversité et sa conservation. Et c'est pourquoi nous avons invité ce soir Pierre-Henri Gouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po Paris. Donc, qui a donc un CV impressionnant dans le domaine de la recherche en évolution et en génétique. Et il nous parlera ce soir d'un sujet transversal, la biodiversité, la génétique et les relations avec la société. Pierre-Henri, à vous la parole. Merci. Et merci d'être venu ce soir, puisqu'il y avait... ce soir, vous aviez beaucoup de choix à Vannes, puisque j'ai le plaisir dans le train de rencontrer mon ami Michel Brunet. Vous m'entendez comme ça, là? Qui parle ailleurs, dans la même ville, de l'origine des humains. Et c'est un peu dommage qu'on soit tombés tous les deux le même soir, mais apparemment, il y a eu plein de hasards. Vous voyez, c'est intéressant pour un évolutionniste de voir fonctionner les phénomènes aléatoires qui amènent comme ça à des rencontres contingentes. Alors voilà, moi je vais vous parler de biodiversité. La biodiversité, quand on la présente, il est de bon ton de montrer toute une série de petites bestioles, toutes plus sympathiques les unes que les autres. Alors là, j'ai quand même pris soin de vous mettre des bactéries. Je crois qu'on en reparle, mais très souvent elles sont un peu oubliées dans ces affaires. Hein. Et puis bien sûr des animaux, des plantes. Et nous, biologistes, on a l'habitude de montrer toutes ces images pour montrer à quel point c'est beau, comment il faut maintenir tout ça, ce serait dommage que ça se perde, etc. Je veux vous dire que la biodiversité, c'est à la fois la richesse et la difficulté de la biologie. Alors, évidemment, dès qu'on regarde le monde vivant, on se rend compte qu'il y a des formes différentes, et l'idée qu'il existe là-dedans ce qu'on peut appeler des espèces vient très naturellement à l'esprit. Il est probable que l'idée d'espèce préexiste même à l'espèce Homo sapiens. Je pense que vous vous doutez bien que n'importe quel singe est capable de repérer des espèces, et puis même pas seulement des singes, mais même une vache, hein, on peut reconnaître ce qu'elle peut manger, ce qu'elle ne peut pas manger, ce qui risque de la manger, etc. Donc l'idée d'espèce, c'est pas une idée très scientifique au départ, c'est une idée qui vient tout naturellement quand on voit ce fouillis de la biodiversité. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une espèce? Ça, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on met derrière cette idée? Eh bien, la première chose qu'on met, hein, c'est une idée de forme. Parce qu'à quoi on reconnaît une espèce? C'est au fait que les individus qui la composent se ressemblent, plus entre eux qu'ils ne ressemblent aux autres. Et c'est au fond la première manière dont on a défini les espèces. Mais cette catégorie de forme, jusqu'à une époque récente, elle n'avait pas du tout la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Et j'insiste là-dessus parce que je voudrais que vous compreniez que l'idée de biodiversité, qui est une idée très ancienne dans ses fondements, eh bien, elle a considérablement évolué, qu'aujourd'hui on en est à un certain point dans cette vision, et qu'il y a certainement encore du chemin à faire si on veut vraiment avoir une vision scientifiquement appuyée de ce que c'est que la biodiversité. Pour vous illustrer ça, j'aime beaucoup cette image. Il s'agit de planches, trois planches de trois traités différents de botanique du XVIIe siècle. La scène de droite, par exemple, était dans l'Histoire admirable des plantes, un traité de botanique paru en 1605. Et la légende de cette figure, c'est qu'il existe un arbre peu commun en France, il est vrai, mais fréquemment rencontré en Écosse. Des feuilles tombent de cet arbre. D'un côté, elle touche la terre et se transforme en oiseau. De l'autre, elle touche l'eau et se transforme en poisson. Alors d'où ça vient? Toutes ces histoires ont une base d'observation naturaliste. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste un peu. Évidemment, ça fait rire au départ, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les gens allaient se promener sur la plage, ça vous est déjà arrivé, je pense. Ils voyaient des morceaux de bois flotter sur lesquels se trouvaient des petites bestioles qui sont des anatifs, qui sont donc des cirripèdes, et qui sont accrochés au bout de bois, qui ressemblent un peu, vous voyez, bon, de loin, hein, on pourrait imaginer, vous voyez, il y a des plumes, il y a un cou, et ce qui manque juste, c'est la tête. Hein. Donc il suffirait de le décrocher, et puis, crac, ils mettent une tête de canard, et ça va faire un canard. Donc c'est pour ça que ça s'appelle des anatifs, ça vient de anas, canard en latin. Je vous en prie, monsieur. Tiens, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas de rallumer vos portables en sortant. On fait une petite pause.
Voilà. Donc voilà, les gens voyaient ces trucs-là collés sur les bouts de bois, et puis ils allaient se coucher, et puis ils se levaient le lendemain matin, il y avait des oies sur la plage, des bernaches. C'est des migrateurs nocturnes, des bernaches. Alors, on ne les voit pas arriver. Et donc ils pensaient que c'était ces trucs-là qui s'étaient décrochés. Et en anglais, vous voyez, ça s'appelle... Alors, ça s'appelle les berniques et les bernaches. Une bernache et les oies, les berniques, c'est des irripèdes. Ça vient du même mot, hein, à cause de ça. Alors, je pense que c'est un nom que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Et en anglais, d'ailleurs, celui-là, il s'appelle encore Goose Barnacle. Hein. Voilà, pour vous dire que la vision de la diversité existait, il y avait des espèces, il y avait des bernaches, il y avait des berniques, mais à l'époque, on pensait que les uns se transformaient dans les autres. Évidemment, il y a d'autres cas, hein, par exemple les humains, vous le savez, les nuits de pleine lune, certains se transforment en loups, on les appelle loups-garous, et puis voilà, vous connaissez tous ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croit encore à cette histoire de loups-garous. Il y en a d'autres qui ont été oubliés par l'histoire, hein, qui étaient pas mal non plus, je suis de droite. Ça, c'est un traité de zoologie de 1812. Alors, à cette époque-là, pendant ce temps-là, Galilée inventait la lunette astronomique, découvrait les satellites de Jupiter, découvrait les taches solaires. Hein. Bon, il calculait la vitesse de la chute d'un corps en fonction du carré du temps sur un plan incliné. Il découvrait il calculait la trajectoire des comètes. Donc vous voyez qu'il y avait un très gros déséquilibre entre la connaissance naturaliste et la connaissance physique. Bon, Galilée, ça ne lui a pas attiré que des choses bien. Alors, je vais insister un peu sur cette idée-là parce que, vous voyez, ça c'est Galilée devant ses juges, et cette image de Galilée devant ses juges, eh bien, elle est très forte pour nous scientifiques. Galilée, il est là, il défend la rationalité contre l'irrationnel, et il est courageux, hein, parce que John Hundé s'est fait brûler pas si longtemps que ça avant, il va quand même passer du temps en prison, et il avait raison. Nous, les scientifiques, on aime avoir raison. On n'est pas les seuls, hein, mais c'est quand même important. Et puis, cette idée donc, que notre mission à nous, de scientifiques, c'est de défendre la société contre l'irrationnel, au prix même de lutte forte, eh bien, c'est une idée importante dans la communauté des scientifiques. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on va voir tout à l'heure que des oppositions entre les scientifiques et le reste de la société, ça, c'en était une, mais il y en a eu depuis, il y en a d'autres, il y en a encore aujourd'hui, et que malheureusement, ce n'est pas toujours les scientifiques qui ont raison. Or, quand un scientifique est critiqué par la société, il se place quasiment toujours dans cette position. Il dit toujours, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez pas compris. Or, concernant Galilée, c'était bien le cas. Mais il s'agissait de la mécanique céleste, et Galilée était infiniment plus compétent que ses juges pour ce qui concerne la mécanique céleste. Mais quand un scientifique vient vous dire, moi je peux vous dire que j'ai bien étudié la question, il faut développer les centrales nucléaires, ou il faut développer les OGM, eh bien, il n'est plus dans la même position. Parce que le problème des centrales nucléaires ou des OGM, pour prendre ces deux exemples, n'est pas seulement un problème scientifique. C'est un problème beaucoup plus large qui implique la politique, la société, etc. Et là, les scientifiques ne sont pas meilleurs que les autres. Donc, je vais vous parler de société en dernier, mais j'introduis tout de suite le sujet ici. Je pense que nous, scientifiques, c'est marrant, quand je passe d'un micro à l'autre, ça ne se fait pas tout de suite, oui. Donc, nous, scientifiques, eh bien, nous sommes souvent placés dans des situations conflictuelles avec la société. Et du coup, ce genre de posture est importante pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés. À la fin du XVIIe siècle, on ne peut pas dire que ça ait fait beaucoup de progrès, peut-être sur le plan esthétique, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, sur le plan scientifique. D'ailleurs, les biologistes n'avaient pas inventé la mécanique astronomique, bien sûr, mais ils ont inventé, enfin, Van Leeuwenhoek a inventé le microscope, qui était un truc assez simple à l'époque. On mettait la chose à étudier là, puis on regardait à travers la lentille. Et c'est quand même avec ça qu'il a tout de suite découvert ses propres spermatozoïdes. Et immédiatement, eh bien, on a dessiné le spermatozoïde comme ça, hein, comme contenant un petit être humain qui est tout prêt à grandir dans le ventre de la maman. Ouais, bon. Alors, le problème, bon, vous savez que c'est pas comme ça. Hein. Je dis, faites attention. Mais non seulement c'est pas comme ça, mais il faudrait arrêter de dire aux enfants que c'est comme ça. Parce qu'il y a plein d'irresponsables qui continuent à dire aux enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Vous vous rendez compte? Dire des choses pareilles aux enfants? Ça donne de la femme
une image qui est celle d'un terreau plus ou moins fertile dans lequel germera la graine qui est produit du père. Hein. Quand même, il faudra arrêter de dire des choses comme ça. Donc si vous avez dit ça à vos enfants, corrigez, vos petits-enfants, hein. Dites-leur, non, non, c'est pas du tout comme ça. La graine, en fait, c'est la maman qui l'a faite. Je suis botaniste, personnellement. La graine, c'est le produit d'activité femelle de la plante. C'est clair. Bien, mais à l'époque, on prenait les choses tout à fait au sérieux. Et si la petite graine en question ne tombait pas dans une femme, mais dans la terre, ça fabriquait un être hybride, la mandragore, qui était une plante à moitié humaine, une plante qui crie quand on l'arrache, etc. Je vous passe les détails. Bon, donc, l'idée d'espèce existe, bien sûr, au XVIIe siècle, mais l'idée d'espèce est une catégorie de formes qui décrit la diversité. Mais les individus peuvent passer d'une espèce à l'autre par des métamorphoses. Il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour qu'on abandonne cette idée à la suite d'une série de manips et d'observations et que commence à se fabriquer une vision naturaliste du monde qui commence un petit peu à ressembler à la vision actuelle sous l'impulsion de grands naturalistes qui vont se donner pour but de créer des systèmes. Alors la science qu'ils vont lancer à ce moment-là s'appelle la systématique. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le nom de cette science. La systématique, c'est l'étude des systèmes qui permettent d'ordonner le fouillis de la biodiversité. Linné, le plus célèbre des naturalistes du XVIIIe siècle, va donc classer les espèces en genre, en famille, en ordre, en classe, et puis en dessous de l'espèce, il va fabriquer deux catégories, les sous-espèces et les variétés ou races. Et aujourd'hui encore, on utilise ces niveaux classificatoires pour organiser la biodiversité. La systématique est une science qui est toujours extrêmement active. Mais Linné va faire ce travail sur une base philosophique très claire. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant. Car l'auteur de la nature, en créant les espèces, alors là je marque une petite pause, c'est les espèces qui ont été créées, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Donc les espèces ont été créées, et elles sont éternelles, et elles sont fabriquées sur un type qui ne bougera pas. Alors, Linné sait très bien que dans les espèces, les individus ne sont pas tous pareils, il n'y a qu'à nous regarder, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce qu'il en fait de ça? Eh bien, il veut dire qu'en fait, et dans bien des cas, il leur accorde le pouvoir de jouer avec l'aspect extérieur, mais jamais celui de passer d'une espèce dans l'autre. Donc vous voyez que là, au XVIIIe siècle, c'est fini, on passe plus d'une espèce dans l'autre, les métamorphoses tous azimuts qui ont existé depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle en France, au XVIIe siècle en France, on les rejette dans le cadre scientifique. Mais donc il y a une variation dans l'espèce et une variation entre espèces. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Eh bien, Linné va trancher. Il y a deux sortes de différences entre les plantes, ça c'est dans l'introduction d'un livre de botanique, il a dit pareil dans des livres de zoologie. L'une étant la différence vraie, la diversité née de la main sage du Tout-Puissant. Ça, c'est la différence entre espèces. Mais l'autre, la variation dans l'espèce, la variation de la coquille extérieure due au caprice de la nature. Aucun intérêt. Voilà, alors je peux vous dire que cette vision de la biodiversité, malheureusement, je crois que, d'une certaine façon, elle est encore très actuelle. Et alors que, scientifiquement, sincèrement, elle est fausse. On peut dire comme ça. Et un des points sur lesquels je voudrais, j'espère arriver à vous convaincre ce soir, c'est le fait que si on pense tellement en espèces la biodiversité, eh bien c'est lié à la Bible. C'est lié à la Genèse et au fait qu'on nous a appris quand on était petit, qu'on soit croyant ou pas, que Dieu avait créé les espèces. Et que sinon, eh ben, ni en science, ni dans les domaines de la conservation, etc., on serait tellement obsédé par cette idée d'espèce. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça d'abord, puis on verra ce qu'on peut en faire. Donc le monde que Linné nous propose, c'est un monde parfaitement stable, qui a été créé une fois pour toutes et qui ne bouge pas. C'était rassurant. L'idée de la stabilité est aussi une idée fausse, qui tient à l'obsession chez beaucoup d'humains en général, et chez les biologistes en particulier. On sait bien que le monde n'est pas stable. On sait bien qu'il n'a pas arrêté de se transformer depuis que la Terre est apparue. Et pourtant, on n'arrête pas de rechercher la stabilité. Alors, tout ça pose des problèmes difficiles. Hein. Bon, en plus, l'espèce, normalement, on sait ce que c'est, ils se ressemblent entre eux, mais normalement, les individus des espèces doivent se croiser entre eux, mais pas avec les autres. Manifestement, il y a des cas où ils se trompent.
Et je vais vous dire, si on essaie de trouver une définition claire de l'espèce, on n'y arrive pas. Alors on pourrait revenir dans la discussion si vous voulez, mais franchement, je crois que ça ne vaut pas le coup, parce qu'en fait, le mieux, ce serait de se débarrasser de notre obsession sur ce niveau-là de diversité. Pour sauver la diversité, mais c'est écrit dans la Bible, on sait faire. Vous prenez un bateau, vous mettez un couple de chaque espèce, et c'est bon. Voilà. C'est ce qu'a fait Noé. Alors, aujourd'hui, ça, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas parce que si vous prenez juste un couple, bah après, les descendants, ils vont devoir se croiser entre eux. Bon, en plus que c'est pas joli sur le plan moral, il y a un problème de consanguinité. Les descendants vont être souvent en mauvais état et ça ne marchera pas. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même, pour qu'une espèce soit conservée, avoir en son sein un minimum de diversité. Et donc les gens qui s'occupent de conserver la biodiversité ont entré la diversité dans l'espèce, au fond, à l'agenda de la biologie de la conservation, mais non pas en tant qu'elle-même, mais seulement en tant qu'elle est nécessaire au maintien de l'espèce. Et moi, je pense que tout ça, c'est des survivances d'une vision tout à fait archaïque de ce que c'est que la biodiversité. La diversité dans l'espèce, elle n'est pas différente de la diversité entre espèces, c'est la même. Et bon, on va y venir. À l'époque, on classait les êtres vivants selon une échelle des êtres. Alors, en partant d'en bas avec le non-être, hein, comme les minéraux, avec l'être parfait comme Dieu, vous avez les minéraux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et Dieu. Je suis content que ça me fasse rire, vous voyez, ça prouve qu'on a fait des progrès. Je me suis amusé une fois à enlever la ligne femme, et personne ne rigole plus. C'est-à-dire que tout le monde trouve parfaitement naturel de dire que l'homme est supérieur aux animaux et que les animaux sont supérieurs aux plantes. C'est pas plus malin, franchement. Et ça, Claude Lévi-Strauss l'a fait remarquer. À partir du moment où on commence à hiérarchiser les êtres dans la nature, eh bien, immanquablement, on le fera aussi à l'intérieur de l'espèce humaine. On n'a pas besoin de mettre une hiérarchie. Quel besoin? C'est parfaitement occidental comme vision des choses. Alors, la nature, donc. Comment voir la nature? Le dernier point, bah, toujours au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle va fonder toutes nos idées actuelles. Hein. Donc vous avez Jean-Jacques Rousseau d'un côté qui dit que la nature est bonne, et d'ailleurs en lien avec la nature humaine est bonne aussi, et c'est la société qui le corrompt, etc. Vous connaissez tous ça. Au Jardin des Plantes, on en avait un qui était drôlement bien, Bernardin de Saint-Pierre, qui a écrit pour les Virginies, un roman où la nature est bonne pour les jeunes, etc. Et qui écrit dans un texte qu'il croyait scientifique, que le melon a été divisé en tranches par la nature afin d'être mangé en famille. Et que la citrouille étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins. Vous voyez que la nature est bonne pour nous, elle veut notre bien, elle a tout fait pour qu'on soit heureux. Bon. Mais en même temps, au XVIIIe siècle, Bernardin de Saint-Pierre, c'est la fin du XVIIIe siècle, c'est le début du Muséum d'histoire naturelle, qui a succédé au Jardin du Roi. Le Jardin du Roi qui avait, lui, été dirigé pendant très longtemps donc, par un autre naturaliste bien plus célèbre encore, qui est Buffon. Hein. Buffon qui a eu la chance de mourir en 1788, ce qui lui évitait bien des ennuis. Et Buffon, lui, n'était pas seulement un grand naturaliste, c'était aussi un industriel. Il possédait des forges à Montbard, près de Dijon. Et Buffon écrit un texte qui s'appelle De la nature, que je veux vous lire quelques morceaux, parce que d'abord, Buffon, c'était pas seulement un grand naturaliste, c'est aussi un grand littérateur. Il était à l'Académie française pour son style inimitable. Vous allez voir. Il va parler de la nature sauvage. N'oubliez pas que c'est un naturaliste qui parle, hein, mais aussi un industriel. Voyez ces plages désertes, ces tristes contrées où l'homme n'a jamais résidé, couvertes ou plutôt hérissées de bois épais et noirs. Alors, il va nous parler du haut, du bas et du milieu. Alors, dans toutes les parties élevées, des arbres sans écorce et sans cime, courbés, rompus, tombant de vétusté, d'autres en plus grand nombre, gisant au pied des premiers pour pourrir sur des monceaux déjà pourris. La nature, je ne dis pas tout quand même, c'est trop loin, paraît ici dans sa décrépitude. C'était qu'un espace encombré, traversé de vieux arbres, chargé de plantes parasites, de lichens, d'agarics, fruits impurs de la corruption. Bon, ça c'est le bas. Des eaux mortes et croupissantes font d'être conduites et dirigées qui ne nourrissent que des insectes vénéneux et servent de repère aux animaux immondes. Entre les marais infects qu'occupent les lieux bas et les forêts décrépites qui couvrent les terres élevées, les espèces de landes, les mauvaises herbes y surmontent, y étouffent les bonnes. C'est pas un joli gazon, hein, ce sont des herbes dures, épineuses, qui forment une bourre grossière, épaisse de plusieurs pieds. Et l'homme là-dedans, l'homme obligé de suivre les sentiers de la bête farouche, rebrousse chemin et dit « La nature brute est hideuse et mourante. »
Voilà une phrase forte, hein. Nature brute et hideuse et mouvante. C'est moi, l'homme, hein, moi seul, qui peut la rendre agréable et vivante. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes, mettons le feu à cette bourre superflue, à ces vieilles forêts à jamais consommées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc et du nénuphar dont le crapaud composait son venin, on va voir des troupeaux d'animaux bondissants, le bœuf va sillonner la terre, qu'elle rajeunisse par la culture, une nature nouvelle va sortir de nos mains, quelle est belle cette nature cultivée. Bon là, gestionnaire de réserve dans la salle. On croirait mes cours quand j'étais étudiant à l'agro dans les années 70, hein, je dois vous dire. L'idée que la nature est spontanément mauvaise et que c'est à nous de la rendre bonne, que ça soit d'ailleurs la nature en général ou la nature humaine, est elle aussi une idée qui va donc coexister avec l'idée d'une nature bonne dès le XVIIIe siècle et qui reste encore, ça reste encore aujourd'hui, vous le savez, un sujet de débat extrêmement fort. Donc vous voyez que les problèmes étaient posés dès cette époque. Hein. Alors qu'est-ce qu'il va falloir découvrir après? On va découvrir deux choses. Premièrement, Cuvier, fin 18e, début 19e, au muséum, découvre quoi? Il découvre que les squelettes de mammouths, dès qu'on montre qu'il a existé des bestioles qui manifestement n'existent plus aujourd'hui, donc il y a eu extinction d'espèces, donc les espèces ne sont pas aussi éternelles que ce qu'on croyait. Mais Cuvier ne va pas changer considérablement les choses, il va dire, bon, bah d'accord, de temps en temps, tout le monde s'éteint, puis on recommence. Il y a une nouvelle création, une catastrophe, on appelle ça le catastrophisme, une série de catastrophes a ponctué l'histoire de la Terre. Vous savez que ce n'est pas entièrement faux, il y a eu des grandes crises d'extinction, et donc c'est de ça que Cuvier va partir. Mais pour lui, toutes les espèces restent parfaitement fixes et créées à chaque fois, et les catastrophes les font éteindre et on recommence. Et en même temps que lui, donc au muséum, toujours début du XIXe siècle, Lamarck, qui lui va proposer l'idée que les espèces se transforment, qu'elles ne s'éteignent pas. Alors ça, c'est un truc courant chez les scientifiques. Lamarck et Cuvier, c'est les deux meilleurs scientifiques de l'époque, ils sont dans la même institution au même moment, ils se détestent. C'est souvent comme ça. Et malheureusement, quand on déteste un collègue, j'ai pu le constater moi-même d'ailleurs, eh bien c'est très difficile de voir ce qu'il y a d'intéressant dans ce qu'il dit. Donc voilà, Lamarck ne va jamais accepter l'idée que les espèces s'éteignent, Cuvier ne va jamais accepter l'idée que les espèces se transforment, et malheureusement, la France va un peu rater le train pour la suite. Alors Lamarck propose une idée intéressante que les espèces se transforment, mais il va le fonder sur un mécanisme auquel tout le monde croit à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui l'hérédité lamarckienne, mais c'est une grave erreur parce que tout le monde y croyait. Elle est illustrée par ce cliché-mât anglais du 19e siècle. Hein. Voilà un bonhomme qui a perdu sa jambe dans un accident et qui est tout fier de voir que son fils qui vient de naître a hérité de son caractère. Je tiens à ce que vous sachiez que ça ne marche pas comme ça. Même si vous avez perdu une jambe, vous ferez des enfants à deux jambes. Et d'ailleurs, récemment, un étudiant me disait « Mais comment les gens ont pu croire ça? Ils voyaient bien que les types à une jambe faisaient des descendants à deux jambes. » Et la réponse, vous la connaissez tous. Saute des générations. On a déjà dit ça, non? Hein, vous voyez? Donc, la petite graine, ça saute des générations. Des trucs complètement faux comme ça subsistent encore de nos jours dans nos cultures. Hein, et ont permis de croire à des choses fausses pendant des siècles. Voilà. Alors, donc, Lamarck fonde l'idée de transformation des espèces sur cette idée de l'hérédité des caractères acquis, non seulement là-dessus, mais en plus sur l'idée de l'hérédité des efforts, donc c'est en tendant la tête vers le haut que les individus vont progressivement faire des descendants qui ont un coup de plus en plus long, ce qui permettra l'arrivée d'une girafe. C'est en s'énervant les uns contre les autres que les cervidés ont leur sentiment intérieur qui leur monte jusqu'à la tête et qui leur fait pousser des cornes. C'est en essayant de mettre de l'air dans leurs poumons pour se rendre plus léger, ce qui est faux physiquement en plus, que les oiseaux enferment cet air et qui du coup l'air essaye de sortir et souffle les poils en plumes, enfin bref. À part son idée géniale de transformation des espèces, Lamarck a eu pas mal d'intuitions vraiment délirantes. Mais il a quand même aussi des intuitions très bonnes. Par exemple, en 1802, il écrit qu'il ne croit plus aux espèces constantes et il dit « Je suis convaincu que j'étais dans l'erreur à cet égard et qu'il n'y a dans la nature que des individus. » Ça, en revanche, c'est très important. Très important pour fonder la science actuelle. Et une espèce, pour Lamarck, n'est plus qu'une collection d'individus, et ça, c'est la vision actuelle de ce que c'est qu'une espèce. Bon, je passe là-dessus, j'ai pas le temps. Lamarck aussi croyait à une échelle des êtres, mais lui, il croyait qu'on la parcourait pour de vrai d'un bout à l'autre. Et que si nous, on était vachement bien, on était tout en bas, c'est parce qu'on avait parcouru tous les stades, qu'on avait été des vers, on a été des mollusques, on a été des poissons, on a été des amphibiens, etc.
Et que si les autres ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont apparus il y a moins longtemps, parce que Lamarck croyait que la vie apparaissait tous les jours, sous forme de trucs très simples qui se mettaient à se compliquer après. La théorie de Lamarck, je vais vous dire que c'est très intéressant comme précurseur, si vous voulez, mais c'est une théorie, mais largement délirante. La vraie théorie, donc, qui nous permet aujourd'hui de fonder la biologie, je dirais que le mot biologie a été produit par Lamarck, et un Allemand en même temps, mais la première vraie théorie de la biologie, eh bien, c'est Darwin qui va la proposer. Il la propose avec deux grands principes. D'une part, la sélection naturelle. La sélection naturelle, ça marche comment? Eh bien, il y a la reproduction, les individus font des descendants. Malheureusement, en français, on dit que les individus se reproduisent, ce qui est faux. J'espère que vous en êtes tous conscients. Enfin, ceux qui ont des enfants s'en sont rendus compte par eux-mêmes. Évidemment, qu'on ne se reproduit pas, que l'autre là c'en est un autre, pas du tout pareil, jamais d'accord, etc. Donc, mais on a bien reproduit quelque chose dans le système. Les Anglais sont beaucoup plus subtils. Ils disent « The individuals reproduce their own kind ». Les individus reproduisent leur propre sorte. C'est intraduisible, du coup, on traduit « les individus se reproduisent ». Bon. Alors, cette reproduction engendre une variation par des mécanismes que Darwin ne connaissait pas. Ça, maintenant, on les connaît un peu quand même. Et dans cette variation, la nature opère un choix. Et ce choix va décider qui va se reproduire à la génération suivante, et on recommence. Et ce processus répété de nombreuses fois, comme chez un éleveur qui sélectionne des animaux ou un horticulteur qui sélectionne des plantes, va permettre d'expliquer la transformation progressive des êtres vivants dans le système. Alors Darwin découvre ça grâce au fait que lui, c'est un naturaliste de terrain. Les autres d'avant, Lamarck et Cuvier, ils avaient tendance à rester dans leur cabinet à recevoir des échantillons qui venaient des voyageurs. Darwin, lui, va voyager lui-même sur le Beagle. Il part en 1831 de Plymouth et il va faire le tour d'Amérique du Sud. Ils vont explorer en détail les côtes d'Amérique du Sud, puisque le but c'était d'en faire la cartographie. Ils vont revenir par l'autre côté. Ils passent le cap de Pleine-Force. Là, ils ont oublié un truc. Ils repassent en Amérique. Puis ils remontent en 1836, donc 6 ans de voyage. Et dès les îles du Cap-Vert, puis dans la forêt amazonienne, Darwin découvre la luxuriance de la vie dans ces régions tropicales. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de comprendre l'idée de sélection naturelle dans ce milieu-là que dans la campagne anglaise. Parce que là, on le voit qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a des plantes qui poussent les unes sur les autres. Tout le monde essaye de... On voit bien qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde dès qu'on se promène dans ce genre de milieu. Donc, Darwin va comprendre ce phénomène de sélection grâce à ses observations et puis à un certain nombre de connaissances qu'il a. Et il va ajouter un deuxième principe au principe de sélection naturelle, qui est le principe de divergence. Alors ça, c'est à gauche, il y a une page des carnets de Darwin qui fait pleurer d'émotion tous les historiens des sciences quand ils la voient, parce que en haut, il écrit « I think », je pense, et il dessine le premier arbre généalogique d'espèces vivantes qui n'a jamais été dessiné à notre connaissance. À partir d'une forme de départ, peuvent s'en fabriquer plusieurs autres, et à la fin, ça en fera plein. Et donc l'exemple qu'il va pouvoir, a posteriori, longtemps après être rentré en Angleterre, trouver de ça, eh bien, c'est l'exemple des pinsons des Galapagos, qui sont devenus un exemple extrêmement célèbre de la façon dont, à partir d'une seule espèce qui serait arrivée là, s'en sont fabriqués 14 aujourd'hui. Évidemment, Darwin, quand il écrit L'origine des espèces, son œuvre maîtresse, la première dans laquelle il va présenter sa théorie, sait bien qu'il va choquer, qu'il va avoir beaucoup d'ennuis. Il écrit à un ami, je suis en train d'écrire un texte sur mes idées, et il dit, c'est comme confesser un meurtre. Donc il n'était pas rassuré, il avait raison. Dès que le livre sort, évidemment, il va être violemment attaqué. Il aura des amis qui le défendront, dont un qui s'est lui-même appelé le bulldog de Darwin, Thomas Huxley, et Huxley qui va débattre à la place de Darwin dans tous les débats publics. Darwin n'aimait pas ça. Donc Thomas Huxley, on en reparlera, d'autant qu'il a eu des petits-fils intéressants pour nous. Mais surtout, donc, Darwin sait bien qu'il va avoir des problèmes d'abord avec l'establishment religieux de son époque. Mais enfin, on n'est plus à l'époque de Galilée, il ne risque pas de se retrouver en prison pour autant, rassurez-vous. Donc l'origine des espèces va être un énorme pavé dans la mare. Il essaye d'adoucir un peu la sauce dans son dernier paragraphe. Il dit il est intéressant de contempler un rivage luxuriant, tapissé de nombreuses plantes, appartenant de nombreuses espèces, abritant des oiseaux qui chantent, etc. Et il va dire que tout ça, c'est dû à la sélection naturelle. Et
Et donc il conclut en disant le résultat direct de cette guerre de la nature qui se traduit par la famine et par la mort est donc le fait le plus admirable que nous puissions concevoir, à savoir la production des animaux supérieurs. N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses attribuées primitivement à un petit nombre de formes ou même à une seule? Bon, vous voyez, il essaye de redonner de la grandeur à un truc qui pourrait paraître un peu... Bon. Et puis, mais ça ne suffit pas quand même. Dès la deuxième édition, il va être de rajouter un petit mot pour essayer de calmer les esprits. Il rajoute attribué primitivement par le créateur. Bon, ça ne fait pas de mal. On sait aujourd'hui qu'en fait, il pensait qu'à une origine parfaitement chimique de la vie, il y a un texte qu'il a écrit à un ami, comme ça, qui est d'ailleurs un texte extraordinaire. Hein. Il se demande pourquoi il n'y a pas eu plusieurs origines de la vie. Et il répond, mais si, et quel grand si, nous pouvions concevoir dans quelques petites mares tièdes, en présence de toutes sortes de sel, d'ammoniac, de phosphore, de lumière, de chaleur, d'électricité, etc., qu'un composé protéique soit chimiquement formé, prêt à subir des changements plus complexes. Vous voyez l'idée d'origine de la vie parfaitement chimique, hein, une petite protéine qui va... Eh bien, il dit, oui, mais si ça arrivait aujourd'hui, une telle matière serait instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n'était pas le cas avant que des êtres vivants existent. C'est-à-dire que son idée, c'est que si une nouvelle origine de la vie se produisait aujourd'hui, elle serait bouffée immédiatement par le premier gastéropode qui passerait par là. Et donc, il n'y aurait aucune chance. Vous voyez que son idée était parfaitement chimique. Pour essayer de calmer les esprits, il était prêt à mettre le créateur au niveau de l'origine de la vie, mais pas après. Alors, je vous fais remarquer que cette manip qui consiste à mettre des sels de phosphore, d'ammoniac et d'électricité, etc., a été réalisée en 1953 par Stanley Miller, qui a effectivement trouvé des petits composés protéiques. Ça a été un énorme scoop à l'époque. Le livre de Darwin ne contient qu'une seule figure, alors que tous ces autres livres sont richement illustrés, de dessins d'animaux, de plantes, de fossiles, etc. Eh bien, là, une seule figure, et c'est celle-là, et c'est sûrement pas un hasard, et je tiens à vous en parler. Je tiens à vous la décrire. Alors, attention à changer le micro. Est-ce que ça marche, là? Oui, voilà. Alors, voilà, vous voyez, il y a des formes vivantes qui sont là, qui proviennent toutes, on le voit, d'un ancêtre commun plus loin, mais ça, on n'a pas les détails. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le temps va de bas en haut. Hein. C'est une manie de géologue. Les couches géologiques sont comme ça. Et vous voyez que vous avez une forme B, une forme C, une forme D qui vont toutes s'éteindre. Et puis la forme A, elle fabrique plein de nouvelles petites formes. Et ces différentes formes, la plupart vont s'éteindre. Et puis, eh bien, il y en a quand même qui vont survivre. Et d'ailleurs, en général, plutôt celles qui sont les plus différentes, parce que du coup, c'est celles qui sont le moins en compétition les unes avec les autres. Soit qu'elles ne vivent pas au même endroit, soit qu'elles n'exploitent pas la même niche, comme on dit. Et ce processus va se répéter. On fabrique des nouveautés, et puis la plupart s'éteignent, et puis on fabrique des nouveautés. Là, il y en a 3 qui survivent, mais celle-là, au coup d'après, elle va s'éteindre. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que progressivement, comme ça, se fabriquent des formes différentes, et qu'à partir de cette forme de départ A, sont apparues 3 formes, ici, différentes, qui, si jamais je me place aujourd'hui, eh bien, je vois que ici, j'ai 3 formes maintenant, qu'ici, j'en ai 2, et ces 3 formes, eh bien, je peux, selon les intervalles de temps que je suis en train de considérer, les appeler des variétés, ou des sous-espèces, ou des espèces, ou même des genres. Ça c'est juste une question d'échelle. Ce processus qu'on est en train de décrire fonctionne à toutes les échelles de la diversité du monde vivant. Je voudrais vous dire, les premières images que je vous ai montrées de la biodiversité, elles sont sympathiques, elles sont jolies, là, le premier truc que je vais montrer, mais elles sont trompeuses. Elles donnent l'image d'une collection de timbres, d'un truc fixe, justement. La vraie image de la biodiversité que je voudrais que vous tiriez de cette conférence, c'est celle-là. Si vous vous souveniez que de ça, ça me suffirait. Évidemment, c'est moins joli, j'avoue, mais c'est infiniment plus riche. Donc vous voyez que ces différentes formes ici, eh bien, à un moment donné, je peux dire, voilà, j'ai 3 formes. Et ces 3 formes, elles sont distinctes. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si je voulais trouver des intermédiaires, il faudrait que je remonte dans le temps. Ce que je ne sais pas faire encore pour le moment. Hein. Donc, les 3 formes sont distinctes. Elles sont bien sûr issues d'un même ancêtre. Et bien sûr, je vais pouvoir, quand je vais essayer de classer tout ça, donner d'une manière ou d'une autre l'information que ces 2 formes-là sont plus proches que ces 2-là. En revanche, celle-là n'est pas plus proche de celle-là que celle-là. Elles sont pareilles. Hein. Elles se sont séparées au même moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce schéma? On peut en tirer plein de choses.
La première chose qu'on peut en tirer, c'est que toutes les formes vivantes étant issues d'un même arbre, eh bien, je peux retracer cet arbre pour de vrai maintenant, avec des vraies espèces. Malheureusement, si vous vous souvenez bien, Darwin a pris un soin extrême à ce que toutes les formes vivantes contemporaines soient sur le même niveau. Donc il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y en a pas qui sont plus évolués que les autres. Tout le monde est au même niveau. Les suivants vont malheureusement pas faire comme ça, et on ne va pas pouvoir éviter de nous remettre l'homme en haut sur certains arbres qui vont sortir de la théorie darwinienne. Hein. Aujourd'hui, on fait attention à éviter ça. Aujourd'hui, donc vous le savez peut-être, hein, on reconnaît dans le monde vivant 3 grandes branches. La branche des bactéries, la branche des eucaryotes dont nous faisons partie, avec des rameaux terminaux, les animaux, les plantes et les champignons, qui ont d'ailleurs la mauvaise idée de se brancher avec les animaux et pas avec les plantes, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. Enfin, je vous le signale, comme on ne l'aurait pas encore dit, hein, les champignons sont le groupe frère des animaux, et se sont séparés des animaux plus tard que les plantes se sont séparées des animaux et des champignons. Et puis, donc, un troisième groupe qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on appelle les archées, qui, à l'œil nu, ressemblent parfaitement à des bactéries, pour la bonne raison qu'on ne les voit pas, mais qui sont aussi différentes des bactéries que nous, sur le plan de leur fonctionnement fondamental biologique. Pareil, si vous voulez qu'on en discute, on en parlera. Voilà, et puis, donc, si on regarde l'ensemble de l'arbre, alors, donc, si on va aller au bout de l'arbre qui nous concerne le plus, vous voyez qu'aujourd'hui, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant. Premièrement, on ne met pas les humains en haut ni en bas, on est plutôt au milieu. Ça, c'est le groupe des grands singes. Vous avez d'un côté une branche qui part vers les orang-outans, une autre branche qui part là et qui va donner d'un côté les gorilles, de l'autre une autre branche qui part là qui va donner d'un côté les humains, de l'autre une branche qui part là et qui va donner d'un côté les chimpanzés, de l'autre les bonobos. Vous voyez que cet arbre a plein de choses à nous enseigner déjà. Hein. Premièrement, les humains ne sont pas la dernière lignée à se différencier des autres dans les espèces actuelles. Les dernières lignées différenciées, c'est les chimpanzés et les bonobos. Parce qu'il y a plein de gens qui croient être de bons évolutionnistes darwiniens et qui disent la sélection naturelle et l'évolution a fabriqué progressivement toutes les espèces et à la fin, elle a fabriqué l'homme. Mais pas du tout, on n'est pas les derniers. D'ailleurs, la dernière espèce qu'on a vue apparaître sur Terre, c'est les moustiques du métro londonien. Pas de quoi être fier. Donc voilà, les humains sont une des espèces qui sont apparues dans ce système. On n'est pas apparus les derniers, bien sûr. Vous voyez qu'aujourd'hui, on fait attention de ne plus mettre les humains en haut. On fait aussi attention de ne plus mettre systématiquement des mâles pour représenter les espèces. C'est une série de précautions qui permettent d'éviter une vision trop biaisée de ce que c'est que les systèmes vivants. Mais ce schéma, hein, il veut dire quoi aussi? Il nous dit que les différentes formes qui se séparent, eh bien, elles vont se séparer progressivement. La biodiversité, c'est ça. La biodiversité, c'est donc quelque chose de dynamique. Tout est tout le temps en train de changer là-dedans. Je suis là aujourd'hui, je suis très content de voir la nature avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formes différenciées. Mais demain, ça ne sera plus les mêmes. Conserver la biodiversité, ça ne peut pas être conserver l'état du système. Ça ne peut être que conserver la dynamique du système. Vous voyez, la stabilité, scientifiquement, il y a 2 manières pour des systèmes d'être stables. Il y a la stabilité d'une statue. La stabilité, vous la poussez un peu, mais normalement, elle revient dans sa position de départ. Voilà, ça, c'est stable. Mais la biodiversité, elle n'est pas stable de cette façon-là. Vous avez une autre manière d'être stable, c'est celle d'un vélo. Un vélo, c'est stable aussi. Sauf que là, si vous l'arrêtez, c'est là qu'il tombe. Eh bien, la biodiversité, c'est la même chose. Si on décide qu'on ne veut plus que ça bouge, on va briser le système. Ce à quoi on assiste dans la crise actuelle de la biodiversité, c'est au fait que l'équilibre entre les extinctions qui se produisent tout le temps, vous voyez que ce schéma est plein d'extinctions. L'extinction n'est pas l'ennemi de la biodiversité, elle en est absolument une constituante. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Claude Amezen qui travaille sur la mort cellulaire. Et il a employé une très belle image. Il a dit que la mort cellulaire, oui, la mort des cellules, c'est pas la mort de l'individu, ça n'a rien à voir. La mort cellulaire, c'est ce qui nous permet d'exister, au contraire. D'ailleurs, quand on est fœtus, eh bien, on a les doigts collés. Et c'est la mort des cellules qui sont entre les doigts qui permet de sculpter les doigts. Donc, il a parlé de sculpture du vivant à propos de la mort cellulaire. Eh bien, c'est la même chose avec les extinctions. Les extinctions sculptent la biodiversité.
S'il n'y avait pas eu d'extinction, il y aura une espèce d'infâme magma avec tous les intermédiaires entre tout le monde, là, et il n'y aurait pas du tout cette superbe diversité à laquelle on a le plaisir d'assister dans le monde. Donc l'extinction n'est pas en elle-même l'ennemi de la biodiversité, mais dans un système qui se porte bien, dans une dynamique qui se porte bien, les extinctions sont constamment compensées par l'arrivée de nouveautés, et cette nouveauté se reflète des divergences progressives. Vous voyez, il ne faut pas dire les espèces s'éteignent, et puis il y en a qui apparaissent. Mais non, les espèces n'apparaissent pas. Les espèces se différencient progressivement. Donc on a un système dynamique vraiment compliqué, avec d'un côté des extinctions, de l'autre une différenciation progressive, et c'est cette dynamique-là qui constitue la biodiversité. Ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que si on veut conserver la biodiversité, il n'est pas question de la maintenir telle qu'elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qui manque à l'heure actuelle, c'est d'avoir ce moteur qui tourne et qui produit constamment des formes nouvelles, certaines s'éteignant, et d'autres se maintenant, etc., etc. Donc ce que ça veut dire que conserver la biodiversité, je pense qu'on parlera tout à l'heure, je pense que c'est important, conserver la biodiversité, c'est maintenir cette dynamique. Et ça peut se faire grâce à des zones qui vont servir à ça, mais ces zones, elles ne seront efficaces sur le long terme que si elles sont connectées pour laisser passer les êtres vivants d'un endroit à l'autre, que si jamais une dynamique peut s'établir dedans. Il y a heureusement un certain nombre d'idées qui ont été lancées sur la manière de travailler sur la biodiversité et qui vont dans le bon sens par rapport à ça. C'est par exemple l'idée des trappes vertes et bleues, qui sont vraiment alors un moyen de remettre en œuvre cette dynamique. Et si on s'imagine que parce qu'on a conservé une espèce, on a conservé de la biodiversité, ben non, je suis désolé, mais c'est pas le cas. Du point de vue de la biodiversité en général, je voudrais vous dire un truc choquant, mais que le grand panda s'éteigne ou pas, on s'en fout. Je m'en fous pas du point de vue éthique, je m'en fous pas parce que j'aime bien les pandas, mais je m'en fous en termes de maintien de la biodiversité. Ce qui compte, c'est de maintenir la dynamique, et tant pis si les pandas s'éteignaient, dans un cadre où la dynamique serait, elle, maintenue. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà. Alors, évidemment, pour comprendre tout ça, il faut comprendre que ces changements sont progressifs, que l'écartement de ces lignées, à quel moment je décide d'appeler ça des espèces? Franchement, si on n'était pas dans un cadre biblique, on s'en foutrait. Que ce soit des espèces ou des sous-espèces, qu'est-ce que ça change? Tant que c'est des lignées qui se sont différenciées. Alors ça, Darwin va essayer de l'expliquer à ses contemporains. Il écrit « Jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les espèces et les sous-espèces. » Bon, je passe. On n'a pas réussi davantage à tracer une démarcation entre les sous-espèces et les variétés, ou entre les variétés à peine sensibles et les différences individuelles. Vous voyez, deux espèces, deux sous-espèces, deux variétés, deux individus différents, c'est la même chose. Ces différences se fondent l'une dans l'autre par des degrés insensibles constituant une véritable série. Donc la diversité, la biodiversité, c'est la diversité des individus. Et ensuite, elle se structure en diversité entre variétés, entre sous-espèces, entre genres. Mais ça, c'est de la structuration a posteriori. Il n'y a qu'une seule biodiversité, c'est la diversité des individus. Il va se rendre compte très rapidement, Darwin, qu'il n'arrive pas à convaincre ses contemporains, et s'il revenait 150 ans plus tard, il serait bien déçu. Mais dès 1860, donc un an après la publication d'Origine des espèces, il écrit à un ami « Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. » Ça ne peut pas être plus clair, hein. Et je suis content qu'il ait employé le mot bigote. Hein. C'est pas que je suis anti-bigot, c'est pas le problème, mais c'est de dire que la vision de l'espèce, elle a quelque chose de religieux, même chez les scientifiques. Ça, je pense que c'est important. Ouais, alors du coup, on va nous dire aujourd'hui des trucs qui m'exaspèrent. Moi, voilà, on me dit, voilà, regardez la biodiversité. Vous avez déjà vu qu'il y a des schémas comme ça, non? Hein, il y a 7 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. Et alors, qu'est-ce que vous en concluez? Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé pas mal sur les plantes et un peu sur les insectes. Il y a un truc que je sais, c'est que quand deux plantes deviennent différentes, et ben, elles continuent à se croiser, à appartenir à la même espèce sans difficulté. Et que dans une même espèce, vous allez avoir des arbustes, des grands arbres, ça marche très bien. Alors que les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils ne se croisent plus, et ça fait une nouvelle espèce. En quelque sorte, à quantité de diversité égale,
les insectes font des toutes petites tranches qui sont des espèces, alors que les plantes font des grosses tranches qui sont des espèces. Mais en comptant les tranches, je ne compte pas la diversité. Évidemment. Donc ce chiffre-là, il y a 7 fois plus de diversité, il y a 7 fois plus d'espèces chez les insectes que chez les plantes, ne me dit rien sur la proportion de diversité qu'il y a chez les insectes et chez les plantes. Et on n'a pas de définition de la diversité nous permettant de dire, de comparer en fait la quantité de diversité des insectes et des plantes. Il n'y a aucune méthode qui permette de le faire. Actuellement, il reste encore des sujets comme ça qui ont l'air de rien, mais on n'a pas de mesure de la biodiversité. Et compter les espèces, sincèrement, c'est pas une bonne mesure. Tant qu'on n'a rien d'autre, on fait avec, et puis constater que les espèces s'éteignent, évidemment, ça nous dit quelque chose. Il ne s'agit pas de dire que les espèces ne nous disent rien, mais les espèces, c'est qu'un moyen pratique de nommer les choses, de les repérer. Ce n'est pas un outil de travail très performant pour comprendre ce que c'est que la biodiversité. Et pour vous donner une idée, du coup, le problème c'est que comme on a fait croire que les espèces étaient importantes, on a fait des lois. On a dit qu'il y avait des espèces protégées. Moi j'ai des amis qui ont travaillé sur une espèce qui était en danger, une espèce de petite plante, qui était en danger sur la Sainte. Ça s'appelle la centaurée de la Clappe. C'est une petite plante qui pousse sur la montagne de la Clappe, qui est une montagne qui se trouve entre Narbonne et la mer. Où il y a du très bon vin. Méditerranée. Et cette centaurée, elle est en danger. Et à force de travailler dessus, ils ont commencé à comprendre pourquoi elle s'éteignait, parce que la chouette qui dispersait les graines avant a disparu, et du coup les graines ne sont plus dispersées. Du coup, il suffirait de disperser les graines nous-mêmes et l'espèce repartirait, mais enfin, on peut discuter de savoir si c'est une bonne solution. Mais surtout, le problème, c'est qu'à force de travailler dessus, ils se sont rendus compte que du contraire, ce n'était pas vraiment une espèce, c'est une sous-espèce de la centaurée d'à côté. Alors, il ne fallait pas le dire, parce que sinon, on ne la protégeait plus. C'est complètement idiot, franchement. On s'en fout qu'elle soit une sous-espèce ou une espèce, si c'est une entité avec une spécificité, etc. Voilà. Donc, vous voyez, un des problèmes que pose le fait de se concentrer sur l'espèce comme si c'était l'unité du vivant. Enfin, ce schéma, il nous dit quoi? Il nous dit que l'origine de la diversité, c'est la diversité entre individus dans l'espèce qui va s'accumuler pour faire progressivement des lignées différentes. Et donc, il va falloir comprendre comment s'héritent les variations dans l'espèce. Ça, Darwin n'y a rien compris à cette question-là. Il a juste posé le problème. Son cousin Galton a décidé de reprendre le flambeau et d'essayer d'étudier la variation dans l'espèce. Malheureusement, Galton, il était obsédé par la variation dans l'espèce humaine, surtout, et surtout la différence entre les génies et les autres. Il a essayé de montrer toute sa vie que le génie était héréditaire, des familles de génies comme la sienne, puis d'autres moins bien. Bon. Et il a proposé de lancer une science qu'il appelait l'eugénique, qui est l'étude des méthodes sous contrôle social qui permettent d'améliorer ou de détériorer les qualités raciales des futures générations, que ce soit physiquement ou mentalement. Ça, c'est fin 19e siècle. Darwin lui a dit qu'il n'était pas d'accord avec lui, que c'était pas... Bon, bref. Qu'est-ce qu'il a fallu encore, en même temps que Galton développait en fait une approche statistique de l'hérédité des variations, bien qu'un Allemand, Weissmann, découvre qu'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, ça ne marche pas, que Mendel découvre qu'on transmet que la moitié de ce qu'on a reçu de ses parents, et que naissent en 1906, donc la génétique, nouvelle science de l'hérédité des variations. Et cette science, eh bien, vous la connaissez parce qu'elle est très active aujourd'hui, elle va permettre, combinée avec le darwinisme, de comprendre comment les formes vivantes ont évolué. Et aujourd'hui, eh bien, l'étude de la systématique, qui est représentée à gauche par ces arbres, et l'étude de la génétique, qui est représentée à droite par des nombres de différences génétiques entre les formes vivantes, eh bien, travaillent ensemble. Et aujourd'hui, c'est grâce à la génétique qu'on est capable de reconstituer précisément les arbres généalogiques des formes vivantes. C'est grâce à la génétique qu'on sait, par exemple, que le chimpanzé est plus proche de nous que du gorille. Parce qu'on a l'habitude de vous dire que nous sommes plus proches du chimpanzé que du gorille, mais ça se dit aussi dans l'autre sens, le chimpanzé est plus proche de nous que du gorille, vous êtes d'accord? Oui, vous vous souvenez, c'était marqué sur mon petit dessin, vous l'avez pas vu? Là. Qui est le plus proche parent du chimpanzé? C'est nous ou le gorille? On dit bien que le gorille est plus loin comme parent du chimpanzé que nous. Faut pas oublier ça. Alors on a trouvé plein d'autres comme ça qui font toujours rire. J'aime bien celle-là. La carpe, à votre avis, qui est le plus proche parent de la carpe? C'est l'homme ou le requin? Bon, vous vous doutez qu'il y a un piège. Effectivement, à partir de poissons cartilagineux, eh bien, il y en a qui sont restés cartilagineux et qui sont très heureux comme ça, c'est les requins, les raies, etc. Il y a d'autres qui ont inventé l'os.
Et parmi ceux-là, il y a les capes, hein, qui sont restés comme ça, mais il y en a d'autres qui sont sortis de l'eau et dont nous sommes issus. Donc nous sommes des proches parents de la carpe parce que nous sommes dans la famille des individus qui ont des os. Alors que le requin, lui, il est loin des deux. Hein. Il n'a pas d'os, et donc pour une carpe, du point de vue d'une carpe, un humain, c'est plus proche qu'un requin. Et je peux vous dire que dans le génome, ça se retrouve. Le génome de la carpe ressemble plus au nôtre qu'à celui du requin. Donc ça, tout ça, maintenant, aujourd'hui, la génétique nous aide à comprendre tout ça. Et on se rend compte progressivement, donc effectivement, toute l'histoire de l'évolution, c'est l'histoire de ces informations génétiques, excusez-moi, qui se sont transmises au cours du temps. Et donc, en étudiant la génétique et les êtres vivants, eh bien, on comprend progressivement comment s'est fabriquée toute cette diversité de formes vivantes. Et du coup, bien sûr, ce qui se transmet au cours du temps là-dedans, c'est essentiellement les gènes, et du coup, la vision de la diversité qu'on a est de plus en plus fondée sur la diversité génétique. Et ça pose un problème social. Alors voilà, pour entamer la question de la société, je vous ai présenté cette photo. Elle date d'il y a un peu plus de 5 ans, puisque c'était pendant la campagne électorale précédente. Enfin, précédente. Quand Sarkozy était pour la première fois candidat de droite. Pourquoi je dis de droite? Parce que celui d'en face, qui a été présenté à lui, c'est Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche. Et ce débat a eu lieu dans les pages de Philosophie Magazine. Et ils discutent tous les deux ils ne s'aimaient pas, manifestement. Ils discutent de pourquoi il y a des individus qui font des choses pas bien. Et alors, Sarkozy dit, il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Et Onfray répond, je ne suis pas rousseauiste, je ne soutiendrai pas que l'homme est naturellement bon. À mon sens, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme, dit Onfray. Alors Sarkozy dit, ah bon, mais alors qu'est-ce que vous faites de nos choix de la liberté de chacun, si c'est les circonstances qui nous fabriquent? Et Onfray répond, je ne donnerai pas une importance exagérée. Il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas, vous n'avez pas choisi votre sexualité parmi plusieurs formules. Par exemple, un pédophile non plus, il n'a pas décidé un beau matin d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel ni hétérosexuel ni pédophile, et là, cette phrase-là que je vous demande de bien noter, je pense que nous sommes façonnés, non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle a deux caractéristiques que je vous demande de noter. Premièrement, Michel Onfray ne connaît probablement rien à ce que c'est qu'un gène, mais il a quand même un avis dessus. C'est une caractéristique très forte de nos intellectuels français, c'est qu'ils estiment que c'est pas la peine de comprendre la science pour avoir un avis dessus, et que, dans le cas présent, il ne sait pas ce que c'est qu'un gène, mais il a l'avis que les gènes, c'est pas important. Et la deuxième chose, c'est que quand quelqu'un vous dit ça, vous savez que c'est quelqu'un de gauche. Nous sommes façonnés par nos gènes, pas par notre environnement. Pof, vous êtes de gauche. Et alors le mec de droite, souvent il n'est pas d'accord, ça n'a pas raté. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne tranche pas, hein. J'inclinerai pour ma part à penser qu'on est pédophile. Répond Sarkozy. D'ailleurs, un problème, qu'on ne saurait pas le soigner. Il y a des jeunes qui se suicident en France, c'est pas parce que leurs parents s'en sont mal occupés, mais parce que génétiquement, et d'ailleurs, lui aussi s'y connaît, ils avaient une fragilité préalable. Prenez les fumeurs, certains développent un cancer, d'autres non, les premiers ont une faiblesse physiologique héréditaire. Les circonstances ne font pas tout, la part de l'inné est immense. Vous voyez que dans les débats de société, pour une raison qui peut paraître mystérieuse, les gènes, c'est de droite et l'environnement, c'est de gauche. Moi, ça me pose un grave problème. Je suis généticien. Quand je fais une expérimentation pour voir si c'est les gènes ou l'environnement qui déterminent quelque chose, je ne sais jamais à l'avance si je vais trouver un résultat de droite ou de gauche. Et ça m'angoisse depuis des années. Alors, bon, j'ai pas le temps de vous développer trop ça. Je voudrais voir pourquoi c'est comme ça. Je voudrais que vous sachiez que... Alors, cette question-là, je l'ai traitée dans un petit truc que vous trouvez sur le web facilement. Vous tapez 13 minutes avec mon nom et vous allez tomber sur un exposé de 13 minutes hein, qui essaye de vous donner tous les éléments. Mais je voudrais vous en donner l'essence maintenant, en 1 minute. Hein, c'est que, évidemment, que nous sommes tous faits de nos gènes et de notre environnement. Et qu'on peut discuter de la part des variations d'un caractère dans une population donnée qui sont dues aux variations génétiques ou aux variations de l'environnement, mais qu'en revanche, le caractère, lui, il est toujours complètement génétique et complètement environnemental. Alors, discuter des parts des variations, ça, c'est un problème compliqué sur le plan statistique, etc. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui,
Mais comprenez bien en tout cas que ça n'a aucun sens de décider comme ça, sur des raisons sociales, du fait que c'est les gènes ou que c'est l'environnement qui crée les variations qu'on observe. Ceci est très bien aussi expliqué dans un livre qui s'appelle La triple hélice, qui a été traduit en français par Richard Lewontin, pour ceux que ça intéresse, d'autant qu'aujourd'hui, on a un troisième composant qui joue. Il y a les gènes, il y a l'environnement, mais il y a aussi l'organisme lui-même. Ce qu'on appelle l'hérédité épigénétique, qui est en train de devenir un sujet de recherche très important, et qui est une hérédité qui passe par l'organisme sans être passée par les gènes. Voilà, alors, pour que vous voyez un petit peu, bon, ça, je n'ai pas le temps de développer ça assez aujourd'hui, mais je suis déjà un peu long. J'ai encore deux trucs à vous montrer. Premièrement, je voudrais vous dire que la biologie est une science empirique. Empirique, ça veut dire quoi? Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré cette photo, juste ça sert à détendre l'atmosphère, sans un débat compliqué sur l'espèce. Quand je montre ça à des conférences, des fois, il y a des gens qui viennent me voir après, qui me demandent qu'est-ce que ça donne. Alors, et alors je leur dis, je pense que ça donne rien. Et, ah bon, et pourquoi? Alors je leur dis, écoutez, on n'a jamais vu un hybride qui se trimbalait dans la savane. En plus, ils sont quand même un peu loin dans l'arbre. Et à ce moment-là, les gens m'ont demandé, mais il faut être loin combien pour que ça marche plus? Eh bien, j'en sais rien. Et j'en sais rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, je ne suis pas capable, avec tout mon savoir scientifique, de prédire que ces deux espèces sont capables de s'hybrider ou pas. Et en fait, quand je dis que j'en sais rien, j'en sais rien parce que la preuve, c'est qu'il y a quelques années encore, on croyait que les tigres, les lions et les léopards ne pouvaient pas faire des petits ensemble. Eh bien si, ils peuvent. Ils font pas ça dans la nature, ils ont des choses à faire, mais dans les zoos, ils n'ont rien d'autre à foutre, et bien ils font plein d'hybrides. Et au début, on nous a dit, les petits vont être stériles. Tiens, moi j'ai dit ça, je vous parie que non, parce que je connais bien l'histoire des chevaux. Oh, les dames adorent celui-là. Alors, on peut faire tous les hybrides qu'on veut entre des zèbres, des ânes et des chevaux. Ça s'appelle des mulets, des mules, tout ce que vous voudrez. Certains sont stériles, mais pas tous. C'est pareil, en fait, avec les tigrons, là, les ligres, etc. En fait, ça y est, maintenant, il y a un zoo qui a réussi à fabriquer un croisement entre une lionne et un ligre, c'est-à-dire un croisement de lionne et de tigre. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Une science empirique, c'est ça, c'est une science où vous me donnez deux bestioles qui se ressemblent suffisamment. Bon, évidemment, entre les éléphants et les fraises des bois, je sais que ça ne marchera pas. Donc il y a quand même des trucs qu'on sait. Mais après, quand ça devient un peu fin, eh bien, je ne peux plus savoir sans essayer. Une science empirique, c'est une science qui ne peut pas prédire des choses sans les avoir déjà expérimentées un certain nombre de fois. C'est embêtant parce que la société n'arrête pas de nous demander de faire des prévisions. Vous savez ça. Est-ce que c'est dangereux de manger des OGM? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi? Je suis que biologiste, je ne suis pas devin. Et la biologie est une science empirique, je n'en sais rien, on va y venir. Et malheureusement, la biologie est devenue une science terriblement active au XXe siècle. Et alors, au XXIe siècle, elle est partie sur les chapeaux de roue. Exemple, l'eugénisme. L'eugénique que proposait Galton de tout à l'heure, eh bien, ça s'est développé aux USA dans les années début du XXe siècle. J'ai quelques images là, qui viennent d'historiens américains m'a passé. C'est des images d'époque. L'eugénique est présentée comme l'autodirection de l'évolution humaine. Et elle a tiré ses sources de toutes les sciences possibles et imaginables, y compris la religion, enfin les statistiques, l'anthropologie, la génétique, etc. Et on va se donner comme but de diriger l'évolution humaine. Quel grand but. Alors la Société américaine d'eugénique est fondée donc, dans le début du XXe siècle, avec Morgan, qui est le plus grand généticien de l'époque, Alexander Graham Bell, qui est très respecté chez les physiciens, puisque c'est lui qui a inventé le téléphone. En fait, au début, il essayait de fabriquer un truc pour que sa mère sourde puisse entendre quelque chose. Oui. Et puis, au milieu, deux généticiens humains. Enfin, humains ou inhumains, je ne sais pas, vous verrez. Donc, Davenport et Irving Fisher. Davenport, qui était le patron de l'Institut d'eugénique de Long Island, très gros institut, qui va travailler sur l'hérédité des tares. Alors, qu'est-ce que c'est les tarés? C'est pas compliqué. C'est les fous, les débiles, les pauvres, les asociaux. Les asociaux, alors, comment reconnaître un asocial? Par exemple, ils sont nés hors mariage. Si vous êtes né hors mariage, vous êtes asocial. C'est-à-dire illégitime, on les appelait à l'époque. Et on va regarder la généalogie de ces gens-là, et on va remonter dans les registres des églises jusqu'à leurs ancêtres aussi loin qu'on peut. Puis quand on aura trouvé un ancêtre qui a l'air bien, on va redescendre pour voir tous ses descendants. Leur meilleur coup, c'est Adagio qui vit en 1740.
Ils ont retrouvé 92% de ses descendants. 64 sont des débiles mentaux. 174 des pervers sexuels. Ça, je ne sais pas comment il est défini sur USA à l'époque, ça ne devait pas être rien. 196 sont des illégitimes, 142 des pauvres, et 77 des criminels et meurtriers. Allons-nous laisser les adultes d'aujourd'hui continuer cette multiplication de la misère? Vous vous rendez compte? Si on avait enlevé juste elle, comment ça aurait été mieux pour toute l'Amérique? Parce que tout ça, c'est génétique. Là, n'importe quel généticien reconnaît la disjonction d'un gène dominant. Et le gène en question détermine l'illégitimité, la naissance hors mariage dans cette famille. Naissance hors mariage. Le petit, là, il a 2 semaines. Il a le gène puisqu'il est né hors mariage. Et la grande presse va se préoccuper de la question. Voilà, là, le Southern Oregonian, c'est un journal du dimanche des gens d'Oregon. Hein. Alors, en noir, les normaux. En rouge, les débiles mis à l'asile. En bleu, les débiles pas mis à l'asile. Alors, Carl et Anna étaient 2 débiles dans un asile. Ils ont une fille normale, qui s'est mariée à un type normal. Malheureusement, on ne sait rien sur leurs 15 enfants, mais alors, ils ont eu Cathy, qui était débile légère, qui s'est mariée avec un type comme elle. Ils ont eu des enfants pas terribles. Et en 2e génération, on craque que des débiles. Quant à celle-là, elle a eu 2 maris débiles avec qui elle a fait une flopée de débiles. Vous voyez qu'il faut s'occuper de la situation. La Société américaine d'eugénique se présente dans les grandes foires, comme la foire de Philadelphie en 1936. Vous voyez, avec d'un côté, on vous montre comment les gènes, ça marche sur la couleur des grains de maïs. De l'autre, on vous montre que l'illégitimité, ça se transfère comme la couleur des grains de maïs. Et au milieu, un tableau électrique. Bon, je vais passer vite, mais qui vous dit que certaines personnes sont nées pour être un fardeau pour les autres. Hein. Apprenez l'hérédité, vous pouvez aider à corriger ces conditions, qui disent. Alors, les normes qui flashent toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, il y a 100 $ qui s'en va pour s'occuper de gens pas bien. Hein. Des débiles, des fous, des criminels et autres malades. Et l'Amérique aimerait qu'il y ait moins de ceux-là et plus de ceux-là. Alors ceux-là, toutes les 48 secondes, il y a lampes qui flashent, hein, ça fait moderne à l'époque. Toutes les 48 secondes, il y a une personne qui est née aux États-Unis qui ne dépassera pas l'âge mental de 8 ans. Toutes les 50 secondes, il y a quelqu'un qui est mis en prison aux États-Unis. Phrase d'après extraordinaire. Very few normal persons ever go to jail. Il y a très peu de gens normaux qui vont en prison. C'est les gènes. Voilà. Et alors, celle-là, elle ne flash pas souvent, c'est celle-là qu'on voudrait le plus. Hein. Toutes les 7 minutes et demie, cette lampe flash, toutes les 7 minutes et demie, il naît quelqu'un qui sera vraiment utile à la nation. Il est temps d'agir, on va agir. Au 1er janvier 1935, voilà la liste des États qui ont adopté des lois eugénistes. On en est déjà à 21 539 personnes stérilisées pour cause de mauvais gènes. Et ouais, en histoire en France, on apprend le nazisme, on n'apprend pas ça. C'est quand même incroyable. Aux USA, les enfants, ils apprennent ça en histoire. Hein. Il y aura des procès retentissants, hein, ces dames-là qui vont essayer d'éviter d'être stérilisées, et le juge de la Cour suprême qui va conclure 3 générations d'imbéciles, c'est assez, et hop, on les stérilise. C'est ça le niveau. Hein. 65 000 personnes vont être stérilisées aux USA pendant cette période. On en stérilise encore proportionnellement plus dans les pays scandinaves. Évidemment, le pays champion du monde, c'est l'Allemagne. À l'époque, avant les camps, 400 000 stérilisations pour cause de mauvais gènes. D'ailleurs, il y a un quotidien, un journal de médecine américain qui a titré à un moment « L'Allemagne stérilise plus vite que nous, il faut augmenter nos cadences, ils vont nous battre ». Il y a toujours cet argument, les autres le font. Voilà. Et la chose qui m'a, moi, terrifié quand j'ai découvert ces choses-là et que j'ai étudié avec des historiens ce qui s'était passé, c'est que tous les scientifiques de l'époque étaient eugénistes. Tous. Il faut bien voir qu'à l'époque, l'eugénisme était une utopie. C'était l'idée, on va enfin faire une humanité débarrassée de ces scories. On va faire une humanité heureuse, où il n'y aura plus de gens malheureux et incapables de s'insérer dans la société. Et pour ça, il faut se débarrasser des gènes qui font des asociaux, qui font des criminels, qui font des gens comme ça. Alors ça m'a fait réfléchir en tant que scientifique. Je me suis rendu compte que si j'avais vécu en 1930, j'aurais été eugéniste, c'est sûr. Je ne suis pas plus intelligent que ces types-là. Donc je n'ai pas le temps de vous lire les textes de Pearson, un grand statisticien, inventeur du Ki 2, de test de corrélation de Pearson, etc., qui était un eugéniste. Ah, pendant qu'on fait le tour d'horizon, j'ai oublié de vous parler un petit peu de ce qui se passait. Alors en France, on n'avait rien compris à la génétique à l'époque. On était complètement lamarckien, parce que Lamarck était français. Et donc on croyait que l'environnement fabriquait l'hérédité. Et du coup, on a fait les lois hygiénistes de Vichy, qui prétendaient améliorer l'hérédité en améliorant l'environnement. On a été sauvés par notre bêtise, si vous voulez, à l'époque, c'est bien. En Russie, alors en Russie, il y a une histoire... bon,
toute façon, toutes ces histoires sont tristes, en fait, au fond, mais Vavilov était un très grand généticien soviétique, russe, et il a travaillé sur la biodiversité des plantes cultivées. Comme c'est là-dessus que je finirai, je vous présenterai même ses résultats. Il a montré qu'il y avait des centres d'origine des plantes cultivées, et qu'à partir de là, les humains avaient cultivé les plantes en replantant chaque année les semences et en échangeant avec les voisins, ce qui a fabriqué une diversité folle. Les variétés cultivées représentent une diversité incroyable grâce à ce travail des paysans depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 100 ans, de reproduire les plantes dans leurs champs, de les sélectionner localement, ce qui fait que chaque endroit avait son génotype à lui, si vous voulez. Mais comme chacun échangeait un peu les semences avec les autres, il y avait de la diversité dans chaque lieu. C'est comme ça que ça se fabrique le mieux, la diversité. Avec du local, donc chaque lieu permet de sélectionner ce qui est adapté à cet endroit-là, en fonction de tas de choses, et puis aussi en fonction du hasard, qui va faire qu'à cet endroit-là, il va y avoir des gènes, d'ailleurs il y en aura d'autres. Bon. Et en plus, avec un peu d'échange pour maintenir de la diversité partout. Donc Vavilov a montré ça, et il a montré comment s'était fabriqué cet immense stock de diversité des semences au niveau mondial. Malheureusement pour lui, un négrefin, l'homme Lysenko, a convaincu Staline que la génétique était une science réactionnaire bourgeoise, que les généticiens étaient tous des réactionnaires, et que la vraie science, c'était lui qui l'avait inventée, et c'était une théorie complètement délirante, genre Lamarck, sur l'évolution. Mais effectivement, Lysenko n'a pas eu de mal à convaincre Staline que la génétique était contraire au principe de, non pas tant de Marx, mais de Engels, surtout du matérialisme historique. Pourquoi? Eh bien parce que Engels avait écrit explicitement, et tous les mouvements ouvriers du début du XXe siècle d'ailleurs étaient d'accord là-dessus, ce qu'a dit Onfray tout à l'heure, que les humains naissaient tous semblables, on appelait ça la tabula rasa, que c'était entièrement la société qui les façonnait. Et donc la génétique était incompatible avec ça, et tous les généticiens soviétiques sont morts au goulag. Vavilov, par exemple, a été emprisonné en 1940 et est mort de faim en 1943 dans les prisons de Saratov. Je voudrais vous faire remarquer que, à ma connaissance, c'est les derniers martyrs de la science, et que ce n'est pas une religion qui les a tués, ceux-là, c'est une autre idéologie. Donc, les scientifiques peuvent avoir, effectivement, maille à partir avec la société de diverses manières. Et je voudrais donc insister sur ce fait que l'eugénisme était vu comme un progrès, que les plus grands noms des progressistes de l'époque ont défendu l'eugénisme. Julian Huxley, petit-fils de Thomas Huxley, grand biologiste, fondateur de la théorie synthétique de l'évolution, je vous avais prévenu, petit-fils donc de Thomas Huxley, fondateur de l'UNESCO, quelqu'un qui se préoccupait des autres, a fait un livre en défense de l'eugénisme. Son frère, Aldous Huxley, dont j'espère que vous avez lu Le meilleur des mondes, était aussi eugéniste à l'époque. Et tout ça s'est arrêté à Nuremberg. Et ça s'est arrêté à Nuremberg parce qu'à Nuremberg, il a été affirmé que la défense de la dignité humaine, j'ai encore 5 minutes, c'est pas grave, la défense de la dignité humaine primait sur tout, donc y compris sur le progrès. Il faut que vous compreniez que si vous lisiez un auteur d'avant Nuremberg, eh bien le progrès c'était le seul impératif qu'il fallait poursuivre. Et les humains devaient s'y plier, quel que soit le coût. À partir de Nuremberg, attenter à la dignité humaine devient plus grave que tout. Et donc le progrès passe en deuxième. Vous pouvez constater aujourd'hui qu'il y a des moments où ce n'est pas parfaitement observé, mais le principe reste là. Sincèrement, le problème, c'est que ce qu'on n'a pas encore eu, c'est un Nuremberg de la biodiversité. Et la question de savoir, qu'est-ce qu'il faudra? Il a fallu l'horreur des camps de concentration pour en arriver à faire Nuremberg, avec un succès réel sur le coup, et puis qui s'amenuise avec le temps comme souvent. Quelle catastrophe est-ce qu'il faudra pour qu'on fasse la même chose pour la biodiversité? C'est la question que je me pose personnellement. Tout ça est discuté dans des tas d'œuvres. Donc Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, que je vous conseille, c'est un livre des années 30, incroyablement actuel. Le film Gattaca, si vous voulez voir, bienvenue à Gattaca. Gattaca, c'est, vous voyez, GATTACA, c'est une séquence d'ADN. C'est un film plein de... Il est très très bien, Uma Thurman est superbe, l'histoire est pas mal, mais surtout le monde dominé par la génétique qui est décrit dans ce film est absolument extraordinaire. Et il y a plein de symboles, on ne les voit pas toujours tout de suite. Alors, vous voyez, ça c'est un type qui a été sélectionné génétiquement, mais qui malheureusement a un phénotype qui n'est pas à la hauteur de son génotype. Et à ce moment-là, du film, il doit monter à l'étage au-dessus. Il regarde désespéré cet escalier qu'il n'arrive pas à gravir. Vous avez remarqué la forme de l'escalier? C'est une double hélice comme celle de l'ADN. Voilà. Les scientifiques sont convaincus que leur rôle dans la société, c'est de promouvoir le progrès. Enfin, beaucoup de scientifiques.
le progrès. Pas de choisir le meilleur progrès possible, mais de promouvoir le progrès. Et comment on définit le progrès? Eh bien, c'est par l'avancement aussi rapide que possible des techniques. Rien ne doit freiner le progrès. On l'a vu quand Chirac a décidé d'annexer à la Constitution de la Ve République la Charte de l'environnement. Les académies des sciences et de médecine, et d'agriculture, et de pharmacie ont assiégé l'Élysée pour demander que soit retirée cette charte de l'environnement qui contenait le principe de précaution et qui donc risquait de freiner le progrès. Il n'y avait pas d'autre mot. Tous les gens qui à l'époque, il y en avait un par exemple, celui-là, qui est allé de nombreuses fois, dire on ne doit pas freiner le progrès à aucun point de vue, enlever ce principe de précaution, il va freiner le progrès. J'ai fait de nombreux débats à l'époque avec ces gens, c'était extraordinaire parce que comme ils n'avaient aucun autre argument, si on arrivait à démonter celui-là, c'était fini. Et le progrès actuel en agriculture, vous le connaissez, c'est le fait de faire des plantes transgéniques, ça, c'est du progrès solide. D'ailleurs, regardez sur le site de Monsanto, vous verrez cette page, vous voyez un agriculteur heureux. Il est heureux parce qu'il cultive du maïs Monsanto. Alors, quand on cultive du maïs Monsanto, on est heureux. S'il y a une chenille qui essaie d'attaquer le maïs, crac, le maïs la tue. S'il y a des mauvaises herbes dans le champ, on fout du Roundup, tout crève, sauf le maïs. Qui est heureux? Lui, Alors Monsanto, c'est une boîte que je déteste. Je la déteste depuis longtemps, pas seulement parce qu'elle fait des OGM, c'est pas moi. Son premier fait d'armes extraordinaire, donc c'était une boîte qui a commencé par faire de la chimie pour trouver comment tuer les plantes. C'était ça son truc. Et le premier grand succès, ils ont fabriqué un défoliant. Un truc qui faisait tomber les feuilles des plantes, ça s'appelait l'agent orange. Et ils l'ont vendu à l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Et alors l'idée était géniale, c'est les Viettes se cachent sous les feuilles des arbres. Eh ben on va faire tomber les feuilles, comme ça ils seront bien embêtés. Bon. Donc voilà des avions de l'armée américaine en train de dépendre du Roundup. Malheureusement, on sait aujourd'hui que certains responsables de Monsanto de l'époque savaient quels étaient les effets de l'agent orange sur les gens. Et les enfants qui allaient naître après que leurs parents aient été exposés à l'agent orange. Des milliers d'enfants sont nés comme ça, et il en est encore aujourd'hui parce qu'il y en a plein les sols. C'est pas fini. Monsanto n'a jamais été condamné pour ça. Mais Monsanto a toujours eu un conseiller à la Maison-Blanche. Quand Obama a été élu la première fois, j'avoue que je n'ai même pas vérifié ce coup-là, tellement je suis sûr du résultat. J'ai regardé dans la liste de ses conseillers, il y a le mec de chez Monsanto, il y en a toujours un. Donc voilà une boîte qui fait des exactions qui mériteraient, vous voyez, un procès à la Nuremberg, ben même pas, rien du tout. Il continue tel quel. Les soldats américains qui ont été abîmés ont été indemnisés lourdement, de manière à ce qu'ils ne portent pas plainte, et les populations vietnamiennes ne sont pas supposées avoir le droit de porter plainte. Monsanto, aujourd'hui, développe des OGM, donc des OGM résistantes à leur herbicide fétiche, donc le Roundup. Et les citoyens se sont légitimement inquiétés du fait qu'on leur faisait bouffer des OGM sans qu'on leur ait dit exactement ce qu'ils risquaient. Et la réponse des scientifiques a été la même que pour l'eugénisme. C'était « c'est le progrès, foutez-nous la paix, on va vous expliquer et vous allez être contents ». Et donc ils sont allés, en traitant les gens comme des cons, leur expliquer qu'il n'y avait aucun problème avec les OGM. Et puis, ça ne marchait pas bien, alors les entreprises de biotechnologie ont embauché des boîtes de com qui ont trouvé des slogans extraordinaires. En 1998, une boîte de com anglaise a trouvé le meilleur slogan pour les OGM, vous le connaissez tous, « On va nourrir la planète avec les OGM ». Vous la faites, déjà celle-là. Bon. Or, je voudrais que vous sachiez que l'agriculture industrielle ne produit pas plus à l'hectare que l'agriculture traditionnelle. Elle produit plus par unité de temps, c'est-à-dire que l'agriculture industrielle demande moins de travail. C'est bien pour l'agriculteur, il a moins de boulot. C'est pas bien pour ceux qui n'ont plus de boulot du coup. Mais donc on peut réfléchir à qu'est-ce qui serait utile pour l'humanité dans l'avenir. Est-ce que c'est de produire beaucoup à l'hectare ou est-ce que c'est de produire beaucoup à l'heure de travail? Bon, tout ça, c'est des questions compliquées d'agronomie, d'économie internationale, etc. En tout cas, il n'y a pas du tout besoin des OGM pour nourrir la planète, on y reviendra. Deuxième slogan que j'ai vu fleurir un jour, tout d'un coup, c'est drôle parce qu'on voit tous les scientifiques se mettre à... Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais quels ont été les meilleurs clients de ce slogan à nourrir la planète? Mais c'était les scientifiques eux-mêmes. Vous faites des OGM, et puis vous dites à vos amis, quand vous allez bouffer chez eux, « Ouais, moi je suis généticien à l'INRA, je fais des OGM. » J'arrive, on regarde, « Ah ouais, tu fais ça pour nourrir Monsanto, t'es fier de toi ?» Bon, ça fait pas bien. Si le mec il peut dire « Mais non, je fais ça pour nourrir la planète. »
voyez un peu comment il est mieux, le scientifique. Donc évidemment que tous les scientifiques ont repris ce slogan comme un seul homme. Et de bonne foi, au moins dans certains cas. Bon, pas si, je vous assure. Deuxième slogan extraordinaire. Lorsqu'on croise deux maïs, on ne sait pas quel gène on fait se rencontrer. Lorsqu'on fait un OGM, on sait quel gène on introduit. On prend donc moins de risques avec un OGM qu'avec un maïs normal. Ah, vous n'avez pas fait celle-là encore, si? Non, je ne sais pas. Où est l'erreur? C'est pas facile. Où est l'erreur? Mais l'erreur, je vous ai donné la réponse tout à l'heure subrepticement. La biologie est une science empirique. Et une science empirique ne sait prévoir ce qu'elle a déjà expérimenté de nombreuses fois. Croiser deux maïs, je ne sais pas quels gènes se rencontrent, mais ça fait 8000 ans qu'on le fait, et ça a toujours fait du maïs. Alors que mettre un gène de bactérie dans un maïs, qu'est-ce que ça donne? On sait aujourd'hui que le repliement des protéines, c'est un truc compliqué. Donc, même si je connais le gène, ça ne me dit même pas comment sera la protéine qui sera produite. A fortiori, ça ne me dit pas tous les effets que ça aura sur la physiologie de la plante, et encore moins sur l'écologie de l'agrosystème. Donc évidemment que je ne sais pas beaucoup de choses, même si je sais quel gène j'ai introduit, sur les conséquences de faire un OGM. Et c'est la première chose que je voudrais que vous reteniez bien. C'est qu'en fait, on sait très peu de choses. Chez le trèfle, par exemple, on a un exemple naturel, ce n'est pas des OGM, hein. Il y a un gène qui produit un glucoside. Donc si vous introduisez ce gène qui produit un glucoside dans un trèfle, et bien, si vous avez de la chance de l'introduire dans une plante qui ne produit pas une enzyme qui s'appelle la linamarase, et il y a plein de trèfles qui n'en produisent pas, et bien, il ne se passera rien. Vous ferez votre glucoside et puis c'est tout. Mais si votre plante produit de la linamarase, et bien, le glucoside avec la linamarase, ça fait du cyanure. C'est pour ça qu'il est très déconseillé de manger beaucoup de trèfles dans le midi de la France où il y a beaucoup de ces gènes-là. Donc, elles sont naturelles. Donc évidemment, je mets mon gène de glucoside dans une plante qui ne possède pas la linamarase. Je dis, bah, regardez, c'est pas dangereux. Ma plante se croise avec une autre plante qui fait de la linamarase et craque, j'ai du cyanure à la sortie. Je ne pouvais pas le prédire, ça, quand je peux savoir qu'il y a d'autres plantes qui font une enzyme qui vont agir sur le machin que j'ai introduit. Donc la chose la plus importante à comprendre sur le plan de la toxicité des OGM à l'heure actuelle, c'est qu'on n'y connaît rien. Et que comme les tests sont faits par-dessus la jambe, comme vous avez entendu dire ces jours-ci, grâce à l'histoire de Serralini, eh bien, le résultat, c'est qu'on n'a aucune donnée sérieuse sur la toxicité des OGM. Ni que c'est dangereux, ni que ça n'est pas, juste on ne sait pas. C'est clair. Hein. Et donc, ceux qui prétendent savoir, en revanche, se foutent du monde. Mais il y a des choses qu'on sait. Je sais, moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé. J'ai travaillé grâce à des maïs avec des grains bleus et je peux mesurer la distance de migration du pollen, vous voyez, à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 100 mètres, 500 mètres, etc. À quelle distance vont les pollens d'une génération à l'autre. Et on a constaté que même des champs qui étaient à 1 km recevaient, peu, mais recevaient des pollens provenant d'un champ émetteur. Alors que presque tous les pollens s'arrêtent à 10 mètres. Mais quelques-uns vont loin. Pourquoi c'est embêtant, ça? C'est embêtant d'abord parce que on peut se poser la question de savoir ce qui va se passer avec certaines espèces, comme le colza, qui est déjà une plante suffisamment envahissante comme ça. Quand on l'aura rendue résistante à tous les herbicides qu'on peut, plus les insectes, on va plus savoir se débarrasser de cette cochonnerie. On peut craindre que des mauvaises herbes deviennent résistantes, on peut craindre que des problèmes agronomiques compliqués soient posés, et que du coup on se retrouve à plus pouvoir utiliser les méthodes de désherbage. Au fond, tant mieux, peut-être qu'on serait obligé de passer à des désherbages bio, mais enfin, en tout cas, pour le moment, ça risquerait de poser des problèmes. Mais il y a un problème bien plus grave que ça. Monsanto. Bien sûr, il était au courant, et ses voisins aussi, du fait que les gènes Monsanto rentraient dans ses champs, par les pollens qui venaient polliniser ces plantes, et même par les graines. Vous savez, un champ de colza, ça fait 75 000 graines au mètre carré. 75 000 graines au mètre carré. Vous voyez ce que ça fait en hectare après? Et on en perd plus de 10% à la récolte assez souvent, qui part partout dans les champs des voisins, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque génération, il ressemait ses semences. Il récoltait sur les plantes dans ses champs. Évidemment, parmi ces plantes-là, il y avait les plantes Monsanto. Ces plantes elles-mêmes se faisaient féconder par les plantes Monsanto. Il y avait de plus en plus de gènes Monsanto dans ces plantes. Chaque année, il y en avait un peu plus. Et Monsanto, on s'en est douté. Monsanto, il allait prélever des graines dans ses champs, les a analysées, a montré qu'il y avait leurs gènes brevetés dedans. Il a dit, oh là, ça, les gènes sont brevetés, ils sont à nous, vous n'avez pas à semer ces plantes-là. Vous nous devez 400 000 $ de dommages et intérêts, et vous n'avez plus le droit de semer vos semences. Procès, appel, Cour suprême canadienne, qui a tranché, et qui a exempté Schmeiser des 400 000 $, mais après 10 ans de procès qui lui avait coûté quand même un paquet de fric, hein, vous pouvez vous douter,
Parce que ça, c'est un des grands jeux de Monsanto, hein, avec les arracheurs, etc. On s'en fout de perdre les procès. Si on a fait dépenser tellement de pognon aux autres qui sont ruinés, c'est gagné. Bon. Et surtout, la Cour suprême a confirmé que Schmeiser n'a plus le droit de semer ses semences. C'est-à-dire que grâce au brevet, à l'heure actuelle, vous prenez une plante, vous mettez les gènes brevetés dedans, vous laissez le vent emporter vos gènes chez les voisins, les graines des voisins sont à vous. C'est ça le principe sur lequel est fondée la mainmise des entreprises de biotechnologie sur toutes les semences de la planète. On a montré que des transgènes nord-américains avaient maintenant contaminé les maïs traditionnels mexicains. Tout est prêt pour qu'un jour ou l'autre les entreprises disent que finalement ces maïs sont à elles puisqu'il y a des gènes brevetés dedans. Ça prendra le temps que ça prendra, mais elles le feront. Il y a une véritable guerre des semences qui est en jeu. Il faut bien comprendre ça. Le problème des OGM, c'est pas de savoir si jamais on a besoin d'une plante qui résiste au Roundup ou qui résiste à la pyrale. Le problème des OGM, c'est que actuellement, c'est la méthode qui permet à quelques entreprises au niveau mondial de s'assurer la possession de toutes les semences de la planète. Et là, je vais boucler avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va reprendre tout. Qu'est-ce qui se passe sur les plantes cultivées? On a un exemple merveilleux de problème de biodiversité. La biodiversité des plantes cultivées est en train de s'effondrer. Évidemment, je vous ai dit, c'est le fait que chaque agriculteur reproduise ses plantes dans son champ qui fait la diversité. Mais là, les agriculteurs ne reproduisent plus les plantes dans leur champ, ils n'ont plus le droit, elles sont brevetées. Les plantes ne sont plus produites que dans les champs Monsanto. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus aucune diversité dans les plantes cultivées. On a beau avoir des tas de noms de variétés différentes, chaque variété est différente de la voisine que par un gène. Et le résultat, c'est qu'on est en train de perdre tout. Or, la diversité des plantes cultivées, c'est quelque chose d'extrêmement important. Même si vous vous foutez de savoir si le panda existe ou pas, j'espère que vous comprenez que le fait qu'il y ait plusieurs variétés de blé, plusieurs variétés de maïs, plusieurs variétés de riz au niveau mondial, c'est essentiel parce qu'il va y avoir des changements climatiques, parce qu'il y a des nouvelles maladies qui arrivent, et que si on perd cette diversité, on peut aboutir à des famines monstrueuses au niveau de la planète. Enfin, quand on dit la planète, c'est l'humanité, alors la planète, elle s'en fout, évidemment. Donc on est en train de foutre en l'air toute la diversité des plantes cultivées, et c'est horriblement dangereux. Et même Monsanto s'en est rendu compte. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, nous citoyens, et nous scientifiques, nous devrions écouter nos concitoyens sur le fait qu'on voudrait pouvoir choisir quel progrès et pas subir les progrès que nous impose une technologie dirigée de la façon dont on le sait. Alors, voilà, je vais peut-être pas réagir.